Bonjour. Voilà, je refais une vidéo pour ce qui est de l'introduction de la Renaissance et la pré-Renaissance, puisque la première était un petit peu décousue. Donc je la refais. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont peut-être vu la première. Je vous conseille de regarder celle-ci qui sera beaucoup plus claire. Voilà, bon, c'est les aléas de faire des vidéos en ligne, de faire des cours en ligne. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de la Renaissance. Donc j'avais fait une petite introduction et là aujourd'hui je vais essayer de vous parler un petit peu de cette période de la Renaissance, comment est-ce qu'elle est découpée. Donc on avait vu comment est-ce qu'elle est découpée et surtout euh, comment est-ce qu'elle se euh, quels sont les codes esthétiques qui se mettent en place pendant cette période de la Renaissance. Donc il y aura deux vidéos. Là, celle que je fais là maintenant, c'est une introduction à la Renaissance sur le contexte religieux, historique euh, et politique. Et aussi ce qu'on va appeler la pré-Renaissance, le Trecento, la période des primitifs italiens. Et il y a une deuxième vidéo qui traite de la première Renaissance et de la haute Renaissance. Voilà. On prendra le maniérisme, qui est aussi une période qui appartient à la Renaissance. On prendra le maniérisme et on s'en servira d'introduction pour la période baroque. Voilà, donc je ne traite pas encore le maniérisme, c'est normal. Donc voilà, vous avez deux vidéos. Celle-ci sera la première et la seconde sur la première et la haute Renaissance. Donc, donc pour ce qui est du contexte historique, religieux et politique, sachant que religieux et politique sont un peu imbriqués l'un dans l'autre à la Renaissance. La Renaissance est divisée en quatre périodes, on l'a déjà dit, on le sait. Donc elle est divisée, ces quatre périodes vont être ce qu'on appelle la pré-Renaissance, la première Renaissance, la haute Renaissance et le maniérisme. Pour les Italiens, ce qu'on va appeler la première Renaissance, c'est le Trecento. Le Trecento, c'est ce qui finalement correspond pour nous au XIVe siècle, donc de 1300 à 1399. Voilà, donc en gros, c'est nous ce qui est le XIVe siècle. Pour les Italiens, c'est le Trecento et ça va correspondre à cette période de la pré-Renaissance. Ensuite, on va avoir ce qu'on appellera la première Renaissance. Donc, c'est le grand avènement de la perspective, le grand avènement du dessin dans la peinture, du dessin comme construction de la peinture. Et ensuite, la haute Renaissance, la période de tous les grands génies de la Renaissance italienne, avec une apogée stylistique et thématique. Et les grands classiques de la peinture italienne qui seront réalisés à cette époque-là. Donc, cette période de la Renaissance, elle va couvrir toute l'Europe. C'est une période qui est plutôt universelle. Donc, c'est une période de grands bouleversements dans toute l'Europe. Hein. Mais le berceau de cette Renaissance, c'est l'Italie. D'accord. C'est là que va naître cette nouvelle idéologie culturelle, cette nouvelle idéologie philosophique. Les Italiens, en tout cas les différentes provinces italiennes, vont aller chercher leur inspiration dans la culture gréco-romaine, et Rome ayant été un des principaux berceaux de l'Antiquité romaine, évidemment, comme son nom l'indique, et du style antique gréco-romain. Eh bien, on va se retourner vers cette période de l'Antiquité et on va faire comme une sortie du Moyen Âge, une sortie de la période médiévale, comme si finalement la période médiévale avait été une période très obscure et que ici on essayait de revenir à la lumière, donc de renaître, d'où le nom de Renaissance, de renaître vers une autre vérité, une vérité qui va être nourrie par les penseurs de l'Antiquité, par la production artistique de l'Antiquité, par la production architecturale de l'Antiquité. En tout cas, pour ce qui est des arts, les influences de la période antique sont majeures. Voilà. Donc, vous vous rappelez, quand on a parlé de l'Antiquité, que aussi bien les Grecs que les Romains, mais surtout les Grecs, puisque c'est eux qui sont au fondement de ça, euh,
et c'est en ça que la société, enfin la période de la Grèce antique est majeure a une importance majeure dans les influences sur nos sociétés occidentales. C'est que tout ce qui va être mis en place en termes d'harmonie, de style classique, le style classique euh, grec, et va devenir le style classique absolu pendant toute cette renaissance, et on va encore le revoir pendant le classicisme, et on va encore le revoir pendant le néoclassicisme, et il y a encore des gens pour qui ça reste la définition de l'harmonie absolue. Voilà, donc tout ce qui va être mis en place, tout ce qu'on a vu qui a été mis en place pendant la Grèce antique, que ce soit sur la représentation du corps ou sur les styles architecturaux, les questions d'harmonie, les questions de proportion, les questions de... Vous vous rappelez certainement pour les proportions, donc pour le corps humain, vous rappelez 8 fois la tête, vous vous rappelez pour les colonnades qu'on emploie les mêmes proportions, hein, c'est-à-dire que on a 8 tambours dans une colonne, enfin on a 8 fois le diamètre du tambour dans une colonne, pour la hauteur d'une colonne. Donc toutes ces questions, le nombre d'or, toutes ces questions d'harmonie et de construction mathématique finalement de la production artistique vont être une clé dans l'entrée de la Renaissance, en tout cas dans la production artistique de cette Renaissance. Donc pour parler de l'Italie, alors l'Italie de l'époque est une péninsule qui est divisée en plusieurs provinces, avec des villes-États, en fait, qui sont des cités-États, qui sont des cités puissantes. Donc on a la cité de Milan, la cité de Florence. Donc on a en gros Venise, Milan, Florence, Rome, Naples. Donc vous avez comme ça des cités-États qui sont très très puissantes, avec des ducs et des duchesses et des grandes familles bourgeoises qui sont à la tête de ces cités. Euh, des familles bourgeoises qui plus est sont, en plus d'être des dirigeants politiques, sont en plus de grands mécènes. C'est-à-dire que s'il y a une production artistique aussi colossale dans l'Italie de la Renaissance, c'est aussi parce que les familles bourgeoises font du mécénat auprès des artistes, c'est-à-dire qu'ils prennent sous leur aile les artistes et qu'ils permettent et qu'ils financent la production artistique. Alors, pour le cas de Rome, c'est un petit peu particulier, puisque à Rome, on a le Vatican, et donc la Rome, c'est la Rome des papes, d'accord. Donc, on va avoir à Rome les papes et le cœur le cœur religieux du pays, et dans les autres villes, plutôt des grandes familles bourgeoises, avec des duchés, en fait, euh, à la tête de province. Alors, attention, hein, quand je parle de la Rome des papes, de la Rome des papes de la Renaissance, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut entendre aujourd'hui par une espèce de sobriété, enfin, de ce que devrait être la sobriété religieuse, enfin, surtout là avec le pape François là, qui est actuellement à la tête du pontificat, mais si vous voulez, les papes de la Renaissance, ils sont un tout petit peu rock'n'roll, d'accord. En général, c'est enfin voilà, le Vatican est un lieu panard, voilà, c'est un lieu de débauche où on oscille entre les règles religieuses la débauche la plus absolue, voilà, avec des papes qui ont eu, alors la Rome. La Rome de la Haute Renaissance, la Rome du XVe siècle, c'est une Rome dans laquelle on a trois populations, la curie, enfin tous les religieux, les courtisanes et les pèlerins. Voilà, donc la population, si vous voulez, la population de Rome, c'est essentiellement ça. Donc les courtisanes, avec plusieurs degrés le statut de courtisane, hein, mais les courtisanes ont une grande puissance dans la ville de Rome. Et si un pape ne plaît pas aux courtisanes, a priori, il ne restera pas en place. Il ne restera pas en place, il va être obligé de quitter la ville. Donc voilà, on a une ville qui est à la fois la ville de toutes à la fois la ville de toutes les merveilles, parce que c'est une ville d'histoire, avec des bâtiments partout, et une production artistique, architecturale qui est colossale, et à la fois la ville de toutes les luxures.
avec des papes qui ont des parterres de courtisanes, avec des favorites de l'âge de 11 ans, enfin voilà, de courtisanes et de courtisans. Voilà. Donc, si vous voulez, on a voilà, une Italie, des cités-États comme ça qui passent leur temps à se faire la guerre, et, et, une, et vraiment une péninsule qui est très découpée, d'accord? Donc la production artistique, elle suit ce découpage-là, c'est-à-dire qu'on a un style vénitien, on a un style toscan, on a un style romain. Vraiment, dans le style de la Renaissance italienne, on a beaucoup de variantes. Voilà, alors vous pouvez marquer en gros, donc ça c'est pour l'introduction, et vous pouvez marquer en grand 1 la pré-Renaissance, donc appelé le Trecento. Voilà, je veux juste vraiment que vous ayez en tête que l'Italie, ça va être finalement le foyer du rayonnement européen de la Renaissance, euh, sur tout le territoire européen. Le foyer de la Renaissance, c'est l'Italie, d'accord? Et c'est de là que va partir l'universalité de ce style après. Voilà, donc grand, l'après-Renaissance, que vous pouvez aussi appeler le Trecento, donc ça correspond au XIVe siècle. Voilà, alors cette pré-Renaissance, elle débute en Toscane. C'est aussi la période de ce qu'on va appeler les primitifs italiens. Donc c'est un style qui est directement issu de l'art byzantin, donc dans lequel on va avoir uniquement et exclusivement des scènes qui sont des scènes religieuses, quelques portraits, mais surtout des scènes religieuses. Généralement, c'est des scènes religieuses qui sont traitées soit en fresque, soit en triptyque. Et on va avoir, on a de très très nombreux triptyques, des triptyques qui généralement sont faits à la feuille d'or, et qui sont traités à la feuille d'or. Donc je vous mettrai le lien dessous, là j'ai pas de Giotto, mais je vous mettrai le lien dessous. Donc, je n'ai pas de Giotto. Et je vous mettrai le lien dessous pour que vous puissiez aller regarder et faire un croquis à partir du triptyque de Giotto. Donc vous voyez qu'on va avoir ce type d'architecture. Alors ce qui se passe au début, c'est qu'on n'a pas de traitement de la perspective. Et vraiment la perspective, elle va venir très progressivement. Si vous voulez, le Trecento, c'est le point de départ de la naissance de la perspective. Et ce point de départ, il vient de ce style du Trecento, du style de ces primitifs, avec des scènes où on a de la difficulté à donner de la profondeur aux grandes scènes. Donc on a des scènes très complexes, mais on a beaucoup de mal à donner de la profondeur aux représentations. Et c'est de là que va naître cette volonté de structurer l'espace par des règles mathématiques. Donc vous voyez, alors là je vous ai pris une production qui est à peu près, qui est une production un petit peu intermédiaire, qui est une production de Lippi. Donc vous voyez que dans ces productions, on a finalement une volonté d'essayer de créer des profondeurs. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est d'avoir des personnages en premier plan, très très important, beaucoup d'utilisation du paysage en fait, de scènes de paysage pour créer des profondeurs. Ça va être la première solution qu'on va mettre en œuvre, et de créer finalement des tout petits, de mettre des architectures en fond. Vous voyez, comme on a ici, ou là-bas, ici au fond. Ça va être la seule solution qu'on va trouver pour créer des profondeurs. Et aussi l'utilisation du paysage. Donc on va parler souvent d'une peinture, d'une peinture paysagère, d'accord? Donc on intègre des paysages. Donc ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ, c'est-à-dire qu'on a constaté en créant pour créer des profondeurs, il faut jouer avec des architectures. Et on peut jouer avec des paysages et et travailler sur l'échelle des personnages. Alors, là, les peintures de Giotto que je vous mettrai en premier plan, vous verrez qu'il n'y a pas de différence entre les personnages du premier plan et du second plan. Ou alors, si c'est fait, c'est très mal fait, c'est très drôle, c'est très fun, j'adore. Et vous verrez que les personnages ont quasiment tous la même taille et que ça marche assez mal. Voilà. Donc, il va falloir trouver des solutions pour essayer que ce soit que le découpage de la composition soit plus dynamique. Et donc pour créer des compositions plus dynamiques, eh bien la solution qu'on va trouver, c'est celle dont je vous ai parlé la dernière fois, je pense que c'est une image que je vous ai déjà montrée,
c'est l'invention de la perspective. Alors, dans l'invention de la perspective, ce qui va être très important, ce qu'on va retrouver essentiellement, donc c'est de travailler sur des intérieurs. En plus de ces intérieurs, dans ces intérieurs, on va très souvent avoir des quadrillages au sol, c'est-à-dire des damiers qui sont mis au sol, qui vont permettre de créer ces profondeurs. Et il y a quelque chose qu'adorent les primitifs italiens, enfin vraiment quand on est à la fin du Trecento et qu'on entre tout doucement dans la première Renaissance, cette période un peu charnière, quelque chose qu'adorent les Italiens, c'est les jeux de porte et les jeux d'intérieur et d'extérieur. C'est-à-dire que très souvent, dans les compositions, pour décrire l'action, on va avoir des personnages qui sont à l'intérieur, des personnages qui sont à l'extérieur, donc on représente l'extérieur et l'intérieur, un petit peu comme dans des maisons de poupées, on est un peu dans du Wes Anderson, et vous avez finalement dans une même peinture cette volonté de créer un intérieur dans lequel il se passe quelque chose et des circulations entre le dedans et le dehors. Alors je vais vous en montrer. Je vais vous en montrer une. Voilà, alors là typiquement, vous voyez, alors ça c'est des fresques. Hein. Voilà, alors typiquement on va avoir, je vais dans cette peinture, on a... Vous voyez, on a Saint-Sébastien qui vole là, en super-héros. J'adore. Alors, il y a deux solutions. Pour ce qui est de l'extérieur, on va créer des places dans des espaces qui sont pris sur la réalité contemporaine, en fait. C'est-à-dire on va créer des vrais personnages. Alors, déjà, on humanise les saints, on humanise Dieu, on humanise Jésus. Donc, on représente les saints, les apôtres, tout le monde sous des traits humains. Ça, c'est une première chose. À l'extérieur, on va représenter des architectures pour créer des décors, en fait. En fait, on crée du décor en carton-pâte, c'est fabuleux. C'est de la théâtralité absolue. Et ensuite, on va jouer... Alors là, vous voyez, on a des décors en extérieur, pour signifier qu'on est à l'extérieur. Et donc, il y a des jeux de perspectives, c'est-à-dire là, on a des perspectives concaves qui montrent des bâtiments vus de l'extérieur. Et le jeu d'intérieur-extérieur dont je vous parlais tout à l'heure, avec à l'intérieur des petites perspectives qui montrent une scène qui se passe dedans. Donc le jeu dedans-dehors, comme ça, c'est quelque chose qu'on va énormément retrouver, c'est quelque chose qu'adorent les Italiens primitifs, et c'est assez séduisant quand même, il faut dire que c'est assez cocasse. Donc là, ici, le rapport au cadre dont je vous parlais la première fois, il est à l'intérieur de la peinture, c'est-à-dire il est complètement induit par ce jeu de dedans-dehors. D'accord? Et finalement, on va très souvent décrire les actions de la Bible, décrire les actions et les actions des personnages en travaillant sur ce jeu de dedans-dehors. Donc vous voyez qu'ici, l'utilisation du damier au sol dont je vous parlais, l'utilisation du damier au sol, l'utilisation de grandes lignes de fuite qui permettent de créer de la profondeur dans l'action, et ici des personnages à l'extérieur qui ont l'air un petit peu vénères et qui essaient de pénétrer à l'intérieur. Voilà. Alors ça, c'est vraiment typique de la pré-première Renaissance, enfin de la pré-Renaissance, et c'est vraiment typique de cette volonté des artistes et des peintres de réussir à animer l'action et surtout de donner de la profondeur à l'action. Voilà. Cette utilisation du damier et des grandes lignes de fuite, elle va rester pendant très longtemps. On va la retrouver pendant très longtemps à la première Renaissance, donc ça vous verrez sur la seconde vidéo. C'est quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps. Et c'est quelque chose qui va avoir une grande importance dans la volonté d'équilibre, d'harmonie et de structure que recherchent les artistes de la Renaissance. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est caractéristique la stylistique de la Renaissance, c'est cette idée d'espace construit et ultra maîtrisé, d'accord? Alors là, bon, c'est coupé, mais en réalité, c'est pas coupé, hein, c'est ma photocopie qui est coupée. Là, il y a la suite de l'action. Donc, on a très rarement des hors-champs. On va toujours avoir une narration qui est très claire sur les actions qui sont en train de se passer, voilà, avec quelque chose qui se passe dedans, donc très théâtral. Et très souvent, les scènes de la Bible sont découpées en tableaux, enfin en scénettes, en tableaux, en scénettes. Donc on découpe
en plusieurs scènes, et la narration se fait en plusieurs scènes, un peu comme une bande dessinée, si je puis le dire comme ça. Voilà, donc ça, c'est les traits caractéristiques de l'après-Renaissance et qui induisent un cadre dans le cadre, et ce cadre, c'est toujours l'architecture. C'est toujours le bâtiment religieux dans lequel on va... le bâtiment architectural, soit qui sert de décor à une place ou à une ville avec des grandes... alors je vais peut-être vous montrer celle-ci. Attendez, de décor à une ville ou à un espace, vous voyez comme ça par exemple. Bon, ça c'est un peu plus tardif, hein, là on est déjà à la première Renaissance, mais pour vous dire que voilà, on va créer des grandes lignes de fuite avec des bâtiments, des perspectives très marquées, des bâtiments très marqués, et ça c'est une solution pour parler de l'espace extérieur. Et ensuite des espaces intérieurs, qui sont toujours quasiment systématiquement signifiés avec des damiers au sol et des toitures. Alors après, un peu plus tard, dans la première Renaissance, on va commencer à avoir des arches, on montre plus forcément le plafond, mais pendant très très longtemps, on va avoir ce damier au sol qui permet de parler de l'espace intérieur. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'introduction et de l'après-Renaissance. Voilà, donc je vous renvoie à la deuxième vidéo pour ce qui va concerner la suite de la Renaissance. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt, apparemment au 11 mai, vu que nous ne sommes pas des grandes sections de maternelle, ni des CP, ni des CM2. Ce sera pas nous le 11 mai. On va voir quand est-ce qu'on rentre. Voilà, je vous dis à bientôt.